Dans quel sens se déplace le centre de la frange centrale? Donc, le centre de la frange centrale. Le centre de la frange centrale. Du côté de S1 ou du côté de S2 et calculer le déplacement. D'accord. Donc, pour le faire, donc, on va écrire la différence de marche. Je le tape comme égal à A, X, D, A, Y sur D. Donc, on va posons X'0 ou bien X0, ça dépend de vous. La nouvelle position de la frange centrale. Donc, la nouvelle position. Donc, si on déplace donc la frange, la source S, la frange centrale va se déplacer. Donc, on pose X, donc X0, la nouvelle position de la frange centrale. Donc, de la frange centrale. Donc, parce qu'évidemment, la nouvelle différence de marche d'équipe, donc, et le centre de la frange centrale va se déplacer. Donc je vous dis le centre de la frange centrale va se déplacer. Donc, on note ça, X0, sa nouvelle position. OK? Donc, le centre qui est un point va se déplacer. Donc, on pose X0 cette position-là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait toujours que la différence de marche de la frange centrale est toujours nulle. La différence de marche de la frange centrale est nulle. Cela veut dire quoi? Si on remplace dans l'expression x par x'0, on aura delta prime qui est donné par a x'0 sur grand D plus AY sur D va être égal à 0. Donc, si on est au niveau donc, du centre de la frange centrale, donc si on est au niveau du centre de la frange centrale, sa différence de marche est nulle. Je parle du point central, donc du point, le centre là. Donc, le centre de la frange centrale. Donc, le point centre, sa différence de marche est toujours nulle, est toujours égale à 0. Le point où on a le centre donc, de la frange centrale. Donc, sa différence de marche est toujours nulle. C'est pourquoi, quand je prends sa position x'0, que sa nouvelle position, je l'insère dans l'équation, je dois poser que ça, c'est égal à 0. Donc, c'est égal à 0 lorsque nous sommes au niveau du centre de la frange centrale. C'est pourquoi je dis que posons x0, la nouvelle position donc, du centre de la frange centrale. Donc, j'ai utilisé le mot du centre. Donc, position du centre. Voilà. Posons x0, la nouvelle position du centre de la frange centrale. On sait que la différence de marche du centre de la frange centrale, j'ai oublié le mot du centre. Donc, j'ai juste le mot. Donc, je l'ai oublié ici. Voilà. La différence de marche du centre de la frange centrale est nulle. Donc, si on remplace x par la position du centre, la différence de marche est nulle. Donc, on va se servir de x0, ce qu'on demande d'ailleurs, sa position. Maintenant, selon la valeur de la position, on saura si son déplacement c'est positif ou négatif. Donc, on va remplacer les paramètres par leur valeur. Donc, d'abord, on peut transposer, on aura A x'0 sur D égale à moins A y sur petit d. Donc, en simplifiant les A, donc on se retrouve x'0 égale à moins y grand D sur petit d. Déjà, on peut noter que la position est négative parce qu'il y a le signe moins. Y étant positif, grand D étant positif, petit d étant positif. Donc, si on a le signe moins, la position est négative. Maintenant, si la position est négative, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? On peut dire que le frange central se déplace en sens inverse, c'est-à-dire du côté de la source S, S2. Ça, c'est petit d.
Donc, x0 égale à ça. Donc, x0 égale moins YD pour un petit d. Donc, on sait que sa valeur est négative. On voit que x0 est négative. X'0 est négative. Donc, si x'0 est négatif, quel est le sens du déplacement de x'0? Donc, si on note, si on déplace la source S de 1 cm vers S1, le frange central, le centre donc, de la frange va se déplacer en sens contraire, donc en sens inverse. Parce que nous supposons que les sens positifs c'est vers le haut et sens négatif vers le bas. Donc, on va supposer que le centre de la frange va se déplacer dans le sens négatif. C'est pourquoi on a montré que on va trouver une valeur négative de la position. C'est pourquoi on a vu dès le début que, même avant de calculer, la position va être négative. Parce que Y est positif, D est positif, petit d est positif. Donc, on va trouver une valeur négative, ce qui va justifier que le sens de déplacement, c'est vers le bas, donc vers la source S2. Donc, si vous regardez bien le schéma. Donc, le centre de la frange va se déplacer vers le bas. C'est pourquoi on va trouver une valeur qui est négative. Et en remplaçant, on demande de calculer. On aura donc x'0 égale, on sait que y égale à 1 cm, ce qui donne 10 puissance moins 2. Grand D, c'est 2 mètres. Petit d, c'est 10 cm qui donne 0,1. Vous faites le calcul, vous trouvez le résultat en mètres. Donc, maintenant, on va mettre le signe moins pour montrer que le déplacement, c'est dans le sens contraire. Donc, voilà ce qui met fin. Donc, l'exercice qu'on devait terminer la fois passée. Voilà. Maintenant, on va passer donc à l'exercice. Donc, à l'exercice, on va passer à l'exercice. Donc, du prisme. Donc, on nous dit chemin de la lumière. Mettez, bon, là, je vais ouvrir le micro, comme ça vous allez répondre très rapidement. Chemin de la lumière, mettez une croix devant la bonne réponse. L'indice de réfraction d'un matériau transparent et homogène N donné égal à C sur V a une valeur égale à 1, inférieur à 1 ou toujours supérieur ou égal à 1. Donc, je vais ouvrir le micro. Comme ça, peut-être vous allez donner la réponse. C'est quoi la bonne réponse? On va y suffire. Donc, l'indice de réfraction d'un matériau transparent, donc, est-il toujours plus grand que 1 ou bien inférieur à 1 ou supérieur ou égal à 1? Donc, vous avez la parole. Supérieur ou égal? C'est 1. Supérieur ou égal? Hein? Supérieur ou égal à 1? D'accord. Donc, quelqu'un a dit que la bonne réponse est supérieur ou égal? C'est la dernière. Donc, c'est ça. Maintenant, la raison est que, donc effectivement, c'est ça, parce que la raison est qu'on a N égale à C sur V, et on sait que C, c'est la vitesse de la lumière. Donc, C, c'est la vitesse de la lumière. Et on sait qu'il est impossible que la vitesse V d'une particule, d'un mobile, ou bien d'une fusée, etc., n'importe de quoi que ce soit, il est impossible, mais quasi impossible d'atteindre la vitesse de la lumière. Autrement dit, V est en réalité toujours inférieur à C. Donc, petit v là, ça représente la vitesse V. C, c'est la vitesse de la lumière. En général, la vitesse V est toujours inférieure à C. C'est très rare ou bien très difficile d'atteindre la vitesse de la lumière. Donc, puisque V est toujours inférieur à C, ce qui fait que N, donc à la limite, il peut être inférieur ou égal à 1. Et V peut être inférieur ou égal à C au max, mais ça, c'est très rare. C'est la raison pour laquelle on voit que donc, le rapport C sur V est toujours supérieur ou égal à 1. Parfois, on dit nettement supérieur à 1. Parce qu'atteindre la vitesse de la lumière, pour les systèmes que nous avons, n'est pas aussi évident. C'est pourquoi, partant de cette relation, on sait que la vitesse de la lumière est trop grande, donc ce n'est pas aussi évident d'atteindre C. Donc, le numérateur est toujours plus grand que le dénominateur, raison pour laquelle la valeur de l'indice N est toujours supérieure ou égale à 1. Donc, avoir C sur C ou bien la vitesse égale à C est quasi impossible. Donc, on suppose que l'indice de réfraction de lumière transparent homogène est nettement supérieur ou égal à 1. Voilà. Maintenant, tout rayon incident normal au dioptre n'est pas dévié, réfracté ou réfléchi.
Oui. Quelle est la bonne réponse? Il n'est pas dévié. Monsieur, n'est pas dévié. N'est pas dévié. N'est pas dévié. Oui, n'est pas dévié. Donc ça, on le sait, on l'a vu depuis au premier semestre avec la partie optique des lentilles. Si on a un rayon incident qui est normal au système, donc au job, le job peut être un miroir, peut être une lentille, etc. Donc si le rayon incident est normal à la surface du job, on voit que le rayon continue son chemin. Donc ce qui fait qu'ici, la bonne réponse, n'est pas dévié. Voilà. Maintenant, pour N, maintenant on dit pour N nettement inférieur à N2. Donc, si l'incidence est rasante, c'est-à-dire si l'incidence correspond à la normale, l'angle de réfraction R prend la valeur limite égale à arc sinus de N1 sur N2, ou bien arc sinus de N2 sur N1, ou bien arc cosinus de N1 sur N2. Arc sinus de N1 sur N2. Arc sinus de N1 sur N2. 7 heures. Premier. C'est le premier, le deuxième, le troisième. Première réponse. Donc, on fait la loi des Snell Descartes. Quand on a I, C'est la première réponse. Maintenant, on part, on dit N, 1 est inférieur à N2. Le rayon passe. Bon, je vais fermer le micro parce que. Oui, il y a beaucoup de bruit, c'est vrai. Donc, N1 inférieur à N2, on passe du milieu le moins réfringent vers le milieu le plus réfringent. Donc, ça, on a donc le système optique comme ça. D'accord. Maintenant, le rayon incident arrive. Mais on dit que N1 est plus petit que N2. Entraîne quoi? Si N1 est plus petit que N2, cela veut dire I est plus grand que R. D'accord? C'est-à-dire que l'angle incident est plus grand que l'angle réfracté. Donc, retenez ça. Si N1, si l'indice de réfraction du milieu incident est plus petit et faible, ou bien plus petit que l'indice de réfraction de l'autre milieu, alors, donc, connaissant que ça c'est N1, ça c'est N2, si l'indice de réfraction de ce milieu est plus petit que celui du milieu 2, alors l'angle d'incidence sera plus grand que l'angle de réfraction. Ça, on peut le justifier sur le rapport. Donc, on peut voir que N1, donc si je fais ça, je vais changer. Je mettrai plutôt N2 hors sinus de I sur sinus de R égale à N2 sur N1. Donc, si N2 est plus grand que N1, cela veut dire que I est plus grand que R. Donc, ça, donc N2 plus grand que N2. Le rapport là est plus grand que 1, veut dire que aussi I est plus grand que R. Voilà. Parce ici, on considère que les angles sont positifs. Maintenant, ça veut dire que l'angle incident, I, est plus grand que l'angle réfracté. Maintenant, si I tend vers pi sur 2, si I, l'angle incident tend vers pi sur 2, I réfracté tend vers sa valeur limite qu'on appelle IL, ou bien RL. On va tendre vers sa valeur limite qu'on va appeler, donc R va tendre vers sa valeur limite qu'on appelle RL. Maintenant, partant de la loi de Snell-Descartes, nous aurons, donc c'est I, c'est l'angle incident qui tend vers pi sur 2, donc qui s'agrandit et qui tend vers pi sur 2. Donc, on aura si I tend vers pi sur 2, on va remplacer I par sa valeur. On aura donc N1 sinus de pi sur 2 égale à N2 sinus de I de RL. Or, sinus de pi sur 2, c'est 1.
N1 égale à N2 sinus de RL. Donc, cela veut dire quoi? Sinus de RL, je continue ici, sinus de RL égale à N1 sur N2. Évidemment, cela veut dire quoi? Si je fais arc sinus sur les deux côtés, cela veut dire que RL égale à arc sin de N1 sur N2. Donc, la bonne réponse, c'est la première. Voilà. Ensuite, je vais effacer le tableau. On va faire la même chose lorsque on part du milieu le plus réfringent vers le milieu le moins réfringent. On part du milieu le plus réfringent vers le milieu le moins réfringent. Donc, cela veut dire quoi? N1 est plus grand que N2. N1 est plus grand que N2. On y va. Donc, je change ici. Donc, nous aurons, on pose que N1 est plus grand que N2. Entraîne quoi? N1 sur N2 égale à sinus de R sur sinus de I. Donc, si je reprends le système optique, donc, N1 plus grand que N2 veut dire que R est plus grand que I. L'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. Donc, l'angle d'incidence peut être ça. Et l'angle réfracté peut être beaucoup plus grand. Allez. L'angle d'incidence est faible. L'angle réfracté est trop grand. Donc, cela veut dire quoi? Donc, puisque l'angle réfracté est plus grand, ça c'est logique. Si on sait que R étant plus grand que I, donc R peut tendre vers pi sur 2. Donc, dans le cas où le rayon voyage du milieu le plus réfléchant vers le milieu le moins réfléchant, N1, N2, sachant que N1 est plus grand que N2, donc la valeur de R peut tendre vers pi sur 2 parce que c'est trop grand. Donc, l'angle est trop grand, donc il peut tendre, on peut supposer que R, l'angle de réfraction, peut tendre vers la valeur pi sur 2 parce que c'est trop grand. Donc, si R tend vers pi sur 2, qu'est-ce qui va se passer? En retournant dans la loi de Skinner Descartes, nous aurons N, donc ça veut dire que I va tendre vers sa valeur limite. Donc, R tend vers pi sur 2 lorsque I atteint sa valeur limite qu'on va appeler IL. D'accord? Donc, si par hasard, l'angle de réfraction est trop grand et tend vers la valeur pi sur 2, c'est parce qu'à cet instant-là, I tend vers sa valeur limite qu'on va appeler IL. Donc, en appliquant la loi, on a donc N1 sinus de I égale N2 sinus de pi sur 2. Donc, en mettant IL. Donc, I atteint sa valeur limite lorsque R est trop grand et tend vers pi sur 2. Donc, nous aurons N1 sinus de IL égale à juste N2, parce que sinus de pi sur 2, c'est 1. Entraîne que la valeur limite de l'angle incident égale à, non, sinus de IL, excusez-moi, égale à N2 sur N1. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, ici, si on fait l'arc sinus, on va trouver IL égale à arc sin de N2 sur N1. Ce qui donne la valeur, l'incidence limite, lorsqu'on passe du milieu le plus réfléchant vers le milieu le moins réfléchant. Donc, pour N1 plus grand que N2, si la réfraction est maximale, l'angle d'incidence I prend la valeur qui est égale à arc sin de N2 sur N1. On coche la deuxième case. Donc, voilà en gros. Donc, ça, juste des rappels de cours. Hein. Donc, il faut juste maîtriser la loi et cocher la bonne réponse. Donc, c'est juste un exercice de
Donc, pour se rappeler des formules du cours. Voilà, et de la loi de Snell-Descartes. Maintenant, on passe à l'exercice du prisme. On va passer à l'exercice du prisme. Moi, je pense que la première partie de l'exercice a été déjà faite donc, en cours. C'est juste un rappel aussi. Donc, ça va permettre aussi de bien maîtriser donc, les formules du cours. Comment déterminer la déviation donc, lorsqu'on a un prisme donc, qui est plongé dans de l'air. Et on sait que l'air a pour indice égal à 1, ça on le sait. Donc, l'indice de réfraction donc, de l'air, c'est 1. Maintenant, on va essayer donc ensemble de retrouver donc là. D'abord, si on plonge le prisme dans l'air, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a comme ça le prisme. Voilà. Donc, on va dessiner d'abord les angles. Bon, ou bien je vais retourner au tableau. Comme ça, j'aurai les règles comme ça. Voilà. Maintenant, je dessine les normales. Ça, c'est le rayon incident en rouge qui arrive à la surface du prisme. D'accord? Et ici, on a la normale. Donc, ça, c'est la normale. Voilà. Donc, on va essayer de retrouver la valeur, donc la direction donc, de l'angle, et ça, c'est l'angle incident. Maintenant, une fois en contact avec la surface du prisme, on a une petite réfraction ici. N'oubliez pas que l'indice de l'air, c'est 1. Donc ici, n égale à 1. Et l'indice du prisme, on a donné que c'est n. D'accord? Bon, j'ai nommé n ici en bas. Voilà. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Le rayon, une fois traversé, l'autre surface va être encore réfractée. Donc, je trace la normale déjà. Donc, c'est la surface. Donc, je dessine la normale. Voilà. Ensuite, quand donc il va traverser, il va encore être réfracté, mais bon, comme ça. Donc, je nomme les angles. Ça, c'est I. Réfracté. Donc, je vais nommer ça aussi I'. Et là, j'appelle ça R'. Voilà. Donc, on suppose que ce qui se passe ici est identique à ce qui se passe. Donc, si le rayon peut venir de ce côté ou bien se venir de ce côté, c'est la même chose. Donc, ce qui va être à l'intérieur, on appelle ça les angles de réfraction. Et ceux qui sont à l'extérieur, on les appelle les angles d'incidence. Parce qu'on suppose que ce qui peut se passer ici, peut bel et bien, le rayon peut bel et bien amener de ce côté. Voilà. Maintenant, on demande la déviation maximale. Donc, j'espère que je peux prolonger ça. On peut prolonger. Donc, ça veut dire que c'est comme si le rayon continuait. Donc, bien, je mets ça en pointillé. Je mets ça en rouge. Qui montre que c'est le prolongement du rayon. Ça veut dire que le rayon, s'il n'est pas réfracté, c'est comme s'il continuait son chemin.
Ensuite, ici aussi, si le rayon n'était pas réfracté, il aurait dû continuer son chemin. Mais nous, qu'est-ce qu'on demande? Le rayon entre donc le rayon entre comme ça, mais sa déviation finale, c'est ça. C'est-à-dire que sa direction finale, c'est ça. Cela veut dire que s'il devait continuer, il devait prendre ce chemin, mais finalement, il prend ce chemin. Cet angle-là, ou cet angle-là, ça, je pense que vous êtes convaincu que c'est ça qu'on appelle D, qui signifie déviation. Comme du rayon. Voilà. Donc, à la traversée donc, du prisme, le rayon c'est dévié, un angle qu'on appelle D. Maintenant, la question est de retrouver la valeur de D. Donc, retrouvons la valeur de D. Nous trouvons la valeur de D. Bon, je pense que là aussi, j'aurais préféré, parce que les démonstrations, j'aurais préféré que vous me guidez et que vous me donnez la solution. Parce que sinon, si je vous impose une solution, bon, qui va répondre? Si vous voulez répondre, vous m'envoyez un message, j'active votre micro et vous répondez. Comme ça, tout le monde ne va pas s'impliquer. Donc, vous m'envoyez un message tout de suite, j'active ton micro et tu réponds. Comme ça, tout le monde va vous écouter. Parce que je sais que ça ne sert à rien que je fais la démonstration. Donc, je pense que vous avez fait ça dans le cours. Maintenant, si vous voulez répondre, envoyez-moi un message, j'active le micro et vous répondez et vous expliquez la méthode. Qui va répondre? C'est Madeleine Sen. Voilà. Bon, Kamsil est là. Bon, moi, je vais chercher Sen. Dis-moi. Qui d'autre qui va répondre? Je pense que c'était Sen. Bon, personne d'autre ne va répondre? Bon. Maintenant, on va donner la déviation D. Comment on va faire? Ça, c'est l'angle d'incidence, ça, c'est l'angle de réfraction. Donc, si vous voyez bien, D égale à ça. D égale à cette déviation-là, plus ça, que je vais compléter en noir. Donc, je vous dis que c'est ça, plus ça. D'accord? Donc, si nous regardons bien D, je ne me trompe pas. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous dites. Donc, toute cette déviation-là égale à cette partie-là, plus cette partie-là. D'accord?
Or, cette partie-là, c'est cet angle-là. Cet angle-là égale à I moins R. Donc, D égale à I moins R. Donc, il donne cette partie-là. Donc, cette partie-là égale à tout l'angle d'incidence, I moins R. Ensuite, plus. Maintenant, je vais mettre ici une autre couleur, comme ça, on ne va pas se perdre. Je mets ça en vert. Cette partie-là égale à combien? Égale à I' moins R'. Regardez bien, cette partie-là, cette déviation, cet angle-là, égale tout l'angle I' moins l'angle R'. Plus I' moins R'. Donc, on trouve D égale à I plus I' moins R facteur de R plus R'. Mais le problème, on va essayer d'exprimer R en fonction de l'angle qu'on connaît. C'est l'angle qu'on peut appeler A ou bien B. En général, on l'appelle l'angle au sommet, donc on l'appelle ça angle A. Maintenant, la question est comment trouver A dans l'expression de D? Voilà la question que je vais poser. Comment retrouvons la valeur de A dans D? Donc, qui peut donner la réponse? Comment on va retrouver la valeur de A? Bon, je vais ouvrir le micro. Comme ça, on va retrouver la valeur de A dans D avant la fin de l'heure. Il reste moins de minutes, moins de 5 minutes. Donc, A est là. Je veux trouver A en fonction de R et R'. Oui. Oui, mais pourquoi A égale R plus R'? Moi, je sais. Vous voulez dire que A égale à R? D'accord, Fatou Mbaye. A égale à R', mais pourquoi? Pourquoi A égale R plus R'? Il y a une raison, je pense. Qu'est-ce qui justifie que A égale à R plus R'? Qui peut donner la justification? Oui. D'accord, oui. Mais Sen, quand j'active le micro, toi, tu ne parles pas. Ngom. Oui. Donc, Sen, demande à activer. Oui. Bon. Allez-y. J'ai activé ton micro. Bon. Ici, on va exprimer A égale. Il y a plusieurs démonstrations. Bon, je vais prendre la démonstration la plus simple. A égale R plus R'. Regardez l'angle là. On va calculer. On va voir le triangle là. Je mets ça I. J'appelle ça I. Et j'appelle ça I'. Oui. Ok, c'est pas grave. Oui. Bon, il y a plusieurs méthodes de démonstration. Si je prends ce point comme I et ce point comme I', on peut voir que l'angle là, en considérant le triangle A, I'. Donc, triangle A, I'. Bon, le triangle là, A, I'. C'est bon. Et je nomme cet angle là, ça c'est le point A, mais je nomme l'angle là aussi A. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cet angle là, si vous êtes convaincu, cet angle là égale à, ça c'est un angle droit. Donc, l'angle qui est là, on peut dire que la somme des angles, cet angle-là, plus cet angle-là, plus cet angle-là égale à pi. Donc, la somme des angles dans le triangle égale à 180 égale à pi. Mais l'angle-là égale combien? L'angle-là égale à pi sur 2 moins R'. Si je fais pi sur 2 moins R', je vais trouver cet angle-là. Donc, j'aurai pi sur 2 moins R', qui me donne la valeur de cet angle-là. Je viens là, je fais pareil. L'angle là égale à pi sur 2 moins R. Je dis plus pi sur 2 moins R. Ensuite, j'additionne cet angle-là A plus A. Donc la somme de ces trois angles-là
doit me donner pi. D'accord? Doit me donner pi. Donc, ça, c'est R. Donc, en additionnant pi plus pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. J'aurai pi moins R prime plus R plus A égale à pi. Donc, en simplifiant les pi de part et d'autre, j'aurai moins R prime plus R égale à A implique A égale à R prime plus R. L'angle là au sommet. A. Donc, je vais remplacer R plus R prime par A. D'où la déviation maximale égale à I plus I prime moins A. Voilà ce que vous avez vu dans le code. Bon, ça, c'est l'une des démonstrations possibles pour trouver la valeur de A en fonction de R plus R prime. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Maintenant, on va... Donc ça, c'est juste un rappel. En fait, je l'ai donné exprès parce que dans l'exercice qui suit, il faut faire autre chose. Bon, il faut partir de ces genres d'explications pour trouver la déviation maximale. Mais là-bas, on n'a pas un triangle comme ça, quelconque. On n'a pas un prisme dans ça. Mais on a un prisme qui a la forme d'un triangle rectangle. Donc, on va corriger ça. Donc, j'envoie une nouvelle invitation parce que la vidéo, donc, je veux dire que le temps est presque terminé. Donc, je vais envoyer une nouvelle invitation et après, on va continuer. Donc, je rappelle que cette vidéo-là, tout ce qu'on est en train de faire est enregistré. Donc, ceux qui n'ont pas la chance de suivre, verront ça après, Inch'Allah. Voilà.